Alors, si vous voulez bien, on a une petite demi-heure, c'est ça, pour éclairer un petit peu le contexte et ce qu'on vient de voir. Alors, d'abord, je vous le disais, c'est un film commande. Donc, c'est un film, de la même manière que le cuirassé Potemkin a été une commande, c'est un film qui est commandé à Eisenstein, à l'occasion de ce 10e anniversaire de la révolution bolchevique. Et c'est aussi l'occasion donc de faire une sorte de premier bilan, puisqu'on est en 1927, de cette première décennie du pouvoir bolchevique. Et c'est aussi un premier bilan, je dirais, de la production cinématographique. Donc ce film, voilà, c'est l'occasion de ce bilan et de cet anniversaire-là. Eisenstein choisit d'adapter, de faire une adaptation d'un livre, vous savez peut-être lequel, celui de John Reed, les 10 jours qui ébranlèrent le monde. Alors John Reed était américain, il était journaliste et sociologue aussi, et il a assisté en tant que témoin aux événements d'octobre, et il a rédigé cet ouvrage. Sauf que dans cet ouvrage, il a évidemment insisté sur le rôle central de Trotsky, et donc dans l'adaptation cinématographique d'Eisenstein va se poser ce problème de la place de Trotsky dans ce récit. Alors peut-être pour vous dire aussi que ce premier moment clôt cette trilogie dont je vous parlais tout à l'heure, la grève de cuirassé et octobre, et cet espoir révolutionnaire qui n'a pas été possible dans la grève et dans le cuirassé Potemkin se réalise dans ces minutes de fin du film que vous avez imaginé à la fin de la projection. C'est un moment aussi... Alors, je vais peut-être commencer d'abord pour revenir très brièvement. Vous avez vu peut-être la grève ou le cuirassé Potemkin? Oui, un petit peu. Je voudrais simplement revenir sur ces deux films parce qu'il me semble que dans Octobre, il y a des choses que l'on retrouve dans ce film-là qui ont été déjà expérimentées par Eisenstein dans les films précédents, de manière encore plus aboutie. Alors, la grève, vous le savez, c'est un film qui n'a pas vraiment de lieu, qui n'a pas vraiment de date. C'est une sorte de grève, une grève universelle. Qui est réalisé en 1924, qui se passe dans la Russie tsariste encore. Et le but d'Eisenstein dans la grève, c'est de montrer d'une part l'élan qui vient des ouvriers, mais aussi l'échec de cette grève. Et c'est une explication de cet échec. Pourquoi? Parce que ce qu'il manque dans la grève, c'est justement un leader politique, un projet politique clair et une structure, une organisation. Et c'est ce que va proposer justement le parti bolchevique. La grève, vous en souvenez, se termine par un massacre dans cette fameuse séquence de montage parallèle entre une scène d'abattoir et ce massacre des ouvriers. Et donc cette scène de fin est une sorte de preuve aussi que pour qu'une révolte se transforme en révolution, et donc pour qu'il y ait vraiment un changement de pouvoir, il faut un groupe organisé, structuré. Et ça va être le rôle de ce comité révolutionnaire que vous avez vu dans Octobre. Le cuirassé, c'est un petit peu autre chose. Alors peut-être dans la grève aussi, ce qui est très important, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure sur le rôle de ce que Lénine avait théorisé dans Que faire, c'est-à-dire le rôle des propagandistes et des agitateurs. Et Eisenstein prolonge cette réflexion sur le rôle de ces agitateurs. Le but d'un propagandiste et d'un agitateur, c'est évidemment d'expliquer une situation injuste de la manière la plus imagée et la plus convaincante possible, dans le but de quoi? De faire réagir le public auquel il s'adresse. Et Eisenstein va évidemment transposer, je dirais, dans le langage cinématographique, ces théories politiques, ce rôle du militantisme que Lénine avait développé dans Que faire. Donc, je vous recommande de relire ces pages absolument fondamentales dans Que faire, où il décrit le rôle justement d'un propagandiste et de l'agitateur. Alors, le cuirassé Potemkin, c'est un petit peu différent, puisque c'est aussi une commande du parti 20e anniversaire de la révolte de 1905. On appelle ça souvent une tragédie en 5 actes. La différence, peut-être, dans le cuirassé Potemkin, c'est que l'idée principale, c'est cette idée de fraternisation aussi entre les matelots et la population, fraternisation que vous revoyez aussi au début du film d'Octobre. Mais une fraternisation qui se termine aussi par un écrasement de cette exaltation collective. Alors, ces deux films-là aboutissent à Octobre. C'est là que je voulais en venir. Pourquoi? Parce que ce qui a été impossible dans la grève dans le cuirassé par Potemkin va être rendu possible dans Octobre.
cet élan populaire va enfin être porté, si vous voulez, organisé, structuré, grâce au parti bolchevique qui va progressivement, entre février et octobre, convaincre les populations, grâce aussi, évidemment, au pouvoir que prennent les soviets, à tous les échelons. Alors, l'historiographie, le prologue est assez intéressant dans Octobre, parce qu'évidemment, la question principale est la question de la vérité historique. La vérité historique, les événements qui sont choisis. Donc, dans la première pause, la première coupe, je vous avais un petit peu résumé les différents événements jusqu'au coup d'État raté de Kornilov, qui aboutit à la prise des armes aussi de la population et qui va permettre cette révolution d'octobre. Je reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard, à partir peut-être de vos questions, sur tous ces événements. Ce qui me semble important aussi, si on retrace ça par rapport à la trajectoire d'Eisenstein et de son parcours aussi artistique, c'est qu'il est à un moment, il est très jeune, il a 29 ans, imaginez, 29 ans, déjà la grève et puis la derrière lui. Il a 29 ans et il est à un moment d'apogée aussi de sa légitimité artistique. On lui donne évidemment tous les moyens. Vous connaissez peut-être les récits qui ont été publiés, les récits de ce tournage, où toute une ville est mobilisée, jour et nuit, pour le tournage de ce film, qui est, comme je vous le disais, tourné dans l'urgence, puisqu'évidemment, on veut terminer ce film pour qu'il arrive à temps pour l'anniversaire. Et donc, toute la ville est mobilisée. Je vous lis simplement une toute petite phrase d'Eisenstein qui a publié en 1928 dans le journal des jeunesses communistes le récit de ce tournage. Il explique ces 6 mois de tournage. C'est un texte qui a été ensuite traduit en France dans les années 60, qui a été traduit par Antoine Vitesse et qui a été publié dans les lettres françaises. Je vous lis simplement cet extrait qui est assez parlant. « Il nous arrivait de tourner 60 heures sans prendre de repos. » Moi, du travail, le syndicat n'existait pas. « Nous dormions quand nous pouvions, rarement, mais nous dormions dans des situations telles que nul clown au cirque, nul Chaplin au cinéma ne peut imaginer en semblable. Nous dormions sur des affûts ou sur des piédestaux de statues, tissés, l'opérateur et ses assistants dormaient entre les pieds de l'infatigable caméra. » Ces images que vous pouvez avoir en tête montrent évidemment l'engagement total de l'équipe, mais cette idée aussi d'urgence, de sacrifice total de l'ensemble de l'équipe. Les moyens techniques, tous les moyens techniques sont mis au service de ce film. Les équipements militaires que vous voyez sont notamment prêtés par l'Armée rouge. Et surtout, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est la mobilisation, évidemment, de tous ces acteurs non professionnels, ces figurants qui vont jouer dans Octobre, qui sont mobilisés dans le film pour incarner ce moment révolutionnaire. Et Lénine, d'ailleurs, est joué aussi par un acteur non professionnel, et la plupart des acteurs que vous voyez sont joués par des acteurs non professionnels. C'est aussi très, très significatif aussi dans cette idée de reprendre, je dirais, le récit de la Révolution par le peuple, de faire jouer les habitants de la ville eux-mêmes, qui se réapproprient ainsi cet événement, qui n'a pas eu lieu tout à fait comme cela est montré par Eisenstein, puisque, contrairement à ce qui est marqué, il n'y a pas eu ce flot humain dans le palais d'hiver, il n'y a pas eu cette masse populaire qui a pris le pouvoir. En réalité, c'était un événement beaucoup plus mineur. Comme le disait Marc Ferro, c'est plutôt parce que le pouvoir n'était plus défendu qu'il a pu être pris. Ce moment très particulier où finalement il n'y a plus rien pour défendre le pouvoir du gouvernement provisoire. Vous voyez ces chapeaux, c'est un pouvoir vide, un pouvoir faible, un pouvoir qui se réfugie dans les coussins de la chambre de la tsarine. Et c'est juste plus par la faiblesse de ce pouvoir que ce renversement a pu avoir lieu. Or, Eisenstein nous propose quoi? Il nous propose une grande épopée héroïque portée par les habitants de la ville qui se réapproprient, encore une fois, cette révolution. Ça me fait penser aussi, pour ceux d'entre vous qui ont vu L'Homme de Fer de Weida, lorsque dans L'Homme de Fer, les événements des grèves de solidarité, Weida demande aussi aux habitants de Gdańsk de venir jouer leur propre rôle. On est exactement dans cette même manière d'écrire l'histoire, en demandant aux acteurs de l'histoire de jouer au cinéma pour se réapproprier cet événement historique fondateur. Ce film, je vous le disais, c'est aussi l'aboutissement d'une réflexion théorique. Alors ce n'est pas tout à fait l'heure, du bon moment, peut-être, d'entrer
dans toutes les subtilités du montage attraction et du montage intellectuel. On en reparlera peut-être à la fin si vous le souhaitez. Je vous donne simplement peut-être quelques clés de lecture. Le montage des attractions, c'est un texte publié en 1923. Et c'est un moment très précis de la réflexion d'Eisenstein qui part d'une réflexion sur l'idée du numéro. L'attraction, c'est ce numéro très bref, autosuffisant, inspiré des arts populaires tels que le cirque, tels que la boxe. Cet événement frappant qui doit réveiller le spectateur, qui doit provoquer chez lui un choc, une sorte d'électrochoc. Donc on part dans cette idée que pour réveiller le spectateur, pour lui faire prendre conscience, il faut cet événement autosuffisant. On en a beaucoup dans les premiers films, même dans le journal de Gromov, qui est le tout premier film d'Eisenstein, on a ces petits numéros comme ça, autosuffisants. Ici, on est dans un autre moment de la réflexion d'Eisenstein qui prolonge cette théorie du montage d'attraction, qui est le montage intellectuel, fondé sur une chose finalement assez simple, que vous voyez constamment dans Octobre, c'est-à-dire cette association entre des images fondées sur un principe de métaphore et de symbole qui produisent du sens. Donc, toutes les statues, par exemple, dès la première séquence, la chute du pouvoir, la révolution de février n'a pas été filmée, la chute du tsar va être filmée et mise en scène par la chute de la statue qui est déstructurée par le peuple. Donc on a constamment dans ce film une des séquences qu'on étudie beaucoup aussi dans Octobre, c'est la fameuse séquence dont vous vous souvenez très bien de la chambre de la tsarine. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? On a les soldats, les insurgés rentrent, et par le raccord de ces plans, l'idée est très simple, c'est évidemment de désacraliser le pouvoir. Ce pouvoir qui venait d'en haut, un pouvoir sacré, vous voyez les icônes, ce pouvoir qui était censé être un pouvoir surhumain, un pouvoir qui n'était pas matérialisé par des êtres humains, mais par des envoyés de Dieu. Ce pouvoir, tout à coup, ça devient quoi? Ça devient des latrines. Et ce montage est très simple, et en quelques minutes, par le regard justement de ces insurgés qui prennent conscience que ce pouvoir finalement n'est rien, qu'il est vide, qu'il est absent, qu'il est trivial, par cette désacralisation du pouvoir également, par la trivialité évidemment de ces toilettes confrontées à ces icônes, qu'Eisenstein montre justement le renversement de ce pouvoir. Et constamment, on pourrait reprendre chaque séquence plan par plan, ce montage intellectuel fonctionne comme ça, sur ce principe de juxtaposition métaphorique et symbolique. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on a reproché à ce film, j'y reviendrai juste après. Je n'ai pas du tout l'heure, est-ce que Stéphane, tu peux me dire combien, parce que je veux partir dans plein de choses différentes. Moins le quart, d'accord. Alors, évidemment, je vous disais tout à l'heure l'importance de ce parti bolchevique. Si dans la grève et dans le cuirassé, dans la grève, on avait le pouvoir de la masse, que Eisenstein va d'ailleurs critiquer lui-même, il dit que dans la grève, il manque ce héros qui va apparaître dans le cuirassé Potemkin. Et ce héros dans Octobre, évidemment, c'est Lénine. C'est le seul corps qui incarne ce leader révolutionnaire. Donc on a cette masse, cette énergie qu'on avait déjà dans la grève, vous vous rappelez de ce moment de grève, qui est ici portée par les propositions, les thèses d'avril, puis ces thèses d'avril qui vont être réalisées dans cette séquence finale que vous avez vue. Une chose importante peut-être dans les différents travaux qui ont été récemment publiés sur ce film, il y a un travail assez intéressant d'Alexandre Zouf qui a étudié une sorte de premiers sondages qui ont été faits après la sortie du film pour étudier la réaction des spectateurs. Parce qu'on a reproché à ce film Octobre d'être trop formaliste justement par ce montage intellectuel, de proposer des choses trop rapides, trop compliquées. On est à un moment justement où toutes ces expérimentations qui ont été faites dans les ateliers des années 20, la FEX, le Proletkult, toutes ces expérimentations formelles qui avaient pour but de penser la possibilité d'un art prolétarien, vont être tout à coup mises en péril, disons,
par ce pouvoir qui tente, évidemment par le personnage de Staline, de rompre avec cet héritage artistique des années 20. Et là, on est encore dans ces expérimentations formelles, mais ce film, et c'est pour ça aussi qu'il sort en mars 28, et non pas pour le moment de la Révolution, les critiques qu'on a faites, qu'on a reprochées, c'est justement cet excès de formalisme. On a reproché à Eisenstein de faire un montage beaucoup trop rapide, beaucoup trop symbolique, de répéter, de fonctionner par répétition, alors que ce qu'on va attendre des cinéastes davantage dans les années 30 par le réalisme socialiste, c'est une narration beaucoup plus simple, fondée sur la confrontation d'un héros positif. Ici, on a beaucoup trop d'acteurs en présence, selon justement lors du premier congrès du cinéma qui va avoir lieu la même année que le film sort. Ces premières critiques vont être formulées à l'égard d'Eisenstein et justement sa position très forte au sein du parti et dans tout le champ culturel va être fragilisée. Et donc, dans cette enquête, donc Alexandre Zouf reprend ce sondage, c'est assez intéressant. On a fait un sondage à peu près 500 personnes qui ont été interrogées en 1928 à la sortie des salles. Alors ça permettait de faire un état aussi sur l'état des salles de Moscou et des conditions de projection des films. Et vous avez des copies toutes fraîches. Vous imaginez bien que la copie que vous avez vue, elle est un petit peu vécue. Et ce sondage, on lui pose des questions très simples en fait aux spectateurs. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que ça correspond à l'idée que vous faisiez de la Révolution d'octobre? Donc c'est un matériau très précieux. On a 500 réponses comme ça, 500 enquêtes, 500 questionnaires qui ont été remplis. Et alors pour vous donner peut-être un résumé comme ça de cette enquête, les spectateurs sont contents à 95% de ce film. Sauf qu'on s'aperçoit que ce questionnaire a été fait dans des salles très particulières de Moscou, avec un public essentiellement composé d'hommes, de membres du parti aussi, qui font jouer évidemment à ce film un rôle politique qui est celui de l'année 1927 et qui constitue ce récit que le pouvoir bolchevique voudrait imposer à l'ensemble de la société. C'est néanmoins intéressant de lire ces questionnaires parce qu'on voit quand même dans certaines réponses cet étonnement face à l'absence de Trotsky qui disparaît tout à coup de ce récit. Peut-être que mes étudiants souvent, quand ils voient Ovsienko, le monsieur qui prend la parole, on tendance à le confondre avec Trotsky. Ce n'est pas Trotsky. C'est bien Ovsienko qui est l'un des leaders aussi du comité révolutionnaire, qui a joué en effet un rôle important dans la prise du palais d'hiver, mais qui va subir les purges staliniennes à la fin des années 30. Tout l'enjeu de ce film, vous l'aurez compris, c'est la question de l'héritage de Lénine, la question de l'héritage de la Révolution d'octobre. Et finalement, c'est un film qui est constamment réinterrogé, et je trouve ça assez intéressant de voir qu'au 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, aussi peu de choses soient faites, disons, officiellement en Russie, actuellement. Mais ce silence n'est finalement pas si étonnant. Que nous dit finalement Octobre, si on devait résumer le message politique? C'est un message qui incite à la fraternisation de l'armée et du peuple. Pas tout à fait un message, bon pour le pouvoir en place. Donc la fraternisation, c'est un message de paix aussi, de paix. Le contexte actuel aussi, je pense, dans le contexte des élections, c'était important aussi de le montrer. Mais c'est aussi un film qui montre la force d'un pouvoir qui vient d'en bas. De la force de la désobéissance aussi, à l'égard justement d'un contexte de guerre. Alors je ne sais pas, ça serait intéressant que, dans 5 dernières minutes, qu'on en parle ensemble, mais à un moment où on se demande à quel prix il faut sauver la social-démocratie actuelle, c'est un film, je crois, qui nous pose les bonnes questions. De savoir, est-ce que cette marche de l'histoire, est-ce qu'il faut sauver cette social-démocratie ou pas? Je vous laisse, en revoyant le film, c'est la question qui m'est venue à l'esprit pour les élections à venir. Je vais m'arrêter là, on peut revenir sur beaucoup de points du film, mais peut-être que je préférerais réagir à vos réactions
ou à vos questions sur le film que vous venez de voir. Donc le micro va circuler, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous avez bien évoqué les latrines qui font rire ceux qui sont autour. Et je vais résumer la question. Et juste à côté, il y a des fouilles sous le lit de la tsarine. Oui. Alors oui, Madame souligne le lit, c'est ça? Le lit de la chambre de la tsarine, oui. Ça, c'est un point très important du film que je n'ai pas évoqué. C'est la question de l'érotisation, évidemment, qui est très présente dans tout le film. L'érotisation, alors d'abord, on avait beaucoup de textes qui voulaient insister sur le fait que Eisenstein montrait que ces pauvres femmes, ce bataillon de femmes saoulées par l'érotisme des statues de Rodin, étaient incapables de défendre ce pouvoir qui de toute façon n'avait plus à être défendu. Et cette scène, évidemment, du chant de la tsarine a une interprétation très érotique, sexuelle aussi, de viol, évidemment, avec ce coussin qui est déchiré, cette explosion, je dirais, de la puissance de ces insurgés. Donc, trivialisation, mais érotisation aussi de la Révolution, très forte. Érotisation aussi des corps de ces jeunes hommes dont vous voyez le visage, qui sont très beaux, qui sont là aussi pour constituer comme ça des icônes masculines aussi de la Révolution. Merci d'avoir exhumé ce... Je ne saurais pas trop comment l'appeler d'ailleurs. J'ai donc 3 remarques à faire. Alors la première, c'est, je trouve votre remarque intéressante. J'ai entendu écouter RFI habituellement. Et la journaliste parlait des commémorations en Russie, justement. Et c'est symptomatique, je trouve votre propos très pertinent, puisque en Russie, ils ne vont pas commémorer la Révolution d'octobre. Et la journaliste expliquait, et je trouve en vous écoutant que c'est tout à fait ça, que c'est très dérangeant, avec des années de recul. Alors ma première réaction quand je suis venu, c'était « Oh, un brûlot avant stalinisme ». Bon, le voir aujourd'hui, quand on pense aux purges, au goulag, bon, je ne vais pas tout citer, mais enfin bon, la suite a été assez dramatique. On a du mal, enfin j'ai du mal au départ à l'extraire de toute cette gangue épouvantable qui a été le communisme. Je ferme la parenthèse, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Par contre, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le fait, comme vous dites, qu'il part de la base de l'idée que le peuple se révolte et qu'aujourd'hui, je pense que même en Russie, montrer ça alors qu'on restaure, je crois qu'on a béatifié Nicolas II, entre autres, etc., montre bien que finalement, revenir sur un contexte révolutionnaire, j'ai bien aimé dans le film le fait qu'on répétait les slogans, vous n'avez pas parlé, je trouve ça intéressant, la paix, du pain et de la terre. La terre voilà. Et les usines aussi. Et les usines. Et je pense qu'aujourd'hui, en Russie ou ailleurs, quelqu'un qui viendrait dans la rue avec ces 3 slogans, ce ne serait pas forcément bien vu, puisque finalement, la même revendication est toujours valable aujourd'hui. Je me suis posé plusieurs questions. Je crois que j'avais déjà vu avant le film, enfin bon, avec mon âge, on oublie pas mal de trucs. Et donc, là, il y a des choses qui me sont apparues, et c'est grâce à vous, en parlant de l'absence de Trotsky de ce film, je me suis posé la question de qui était Eisenstein politiquement. Parce qu'en 27, Trotsky n'est pas encore banni, puisque c'est en 28 qu'il est expulsé par les staliniens. Donc, ça poserait aussi la question de dans quel état était Trotsky à l'époque. Il devait, je suppose, être harcelé, coincé de tous les côtés dans toutes les réunions politiques, mais on n'avait pas encore osé vraiment le jeter. Mais Eisenstein, lui, avait eu le loisir de dire la vérité quand même sur cet événement historique. Et là, alors je ne veux pas faire trop long, mais enfin dans le film, on voit à certains moments des gens qui pourraient peut-être incarner Trotsky, notamment quand il y a des décisions qui sont prises par le comité militaire révolutionnaire. Il y a quelques petits passages où on ouvre la porte du comité, on voit des gens assis qui signent des trucs et qui décident des trucs. À un moment donné, on voit un type de dos qui a assez la coupe de cheveux de Trotsky. Ça c'est peut-être une manière de... Mais par ailleurs, parfois, quand on présente les socialistes révolutionnaires ou les mencheviks en train de, disons, de tromper les délégués des soviets, ou en train de se faire huer, etc., on leur donne un petit peu aussi des allures capillaires à la Trotsky avec les lunettes et tout et tout. Donc, il y a pas mal d'ambiguïté, je trouve, moi,
dans cette manière d'en parler sans en parler, bon, voilà, bon, ça c'est une chose. Après, j'ai d'autres choses à dire, mais enfin, sur non, ça, mais ce que vous dites, sur la liberté des c'est toute la problématique de qu'est-ce que ça veut dire être un artiste dans ce contexte politique-là. Eisenstein avait défendu la révolution d'octobre, il était clairement du côté du parti, c'était un artiste au service du pouvoir bolchevique. Le Prolet Kult, cet atelier où se faisaient ces films, la question c'était de construire un art prolétarien au service. Alors, ces signes que vous interprétez, je ne peux pas vous garantir qu'une coupe de cheveux était volontairement dans l'intention d'Eisenstein, la volonté de malgré tout incarner Trotsky, malgré les consignes. Mais cette liberté était contrainte évidemment par les projections qui ont suivi la production du film. Ce film était une commande. Donc, quand il y a une commande, il y a quelqu'un qui commande, un pouvoir qui commande la réalisation d'un film. Donc on n'est pas dans un système du cinéaste-auteur dans une production libre ou pas libre, parce que quand il y a une production, il y a aussi un producteur, il y a aussi un diffuseur, il y a aussi tout ce système de contraintes. C'est un autre système de contraintes. Mais en tout cas, le film a été visionné et Staline a clairement exigé que, et Eisenstein n'était pas à ce moment-là en mesure d'imposer cette lecture-là. Il a tout de même choisi d'adapter cet ouvrage de John Reed. Donc, vous voyez, ce sont des conciliations, des négociations permanentes entre des signes aussi politiques et la volonté de s'approprier un héritage politique. Un film n'est jamais d'un côté ou de l'autre. Il est toujours le fruit de cette négociation permanente, en fonction d'un rapport de force qui lui aussi est en train de basculer. Et ça, c'est très important. Eisenstein arrive avec sa légitimité d'artiste reconnu, mais Staline a déjà, lui aussi, un pouvoir légitime, donc il ne peut pas... Voilà, on est dans ce rapport de force-là, très précis, ce moment de basculement. Conclusion. Vous dites, alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette social-démocratie? Non, mais c'était juste pour vous faire réfléchir, pour vous lancer le débat et pour, comme disait monsieur, reposer la question. Mais parce que c'est une question que je me suis reposée, que je me pose tous les jours, et je pense vous aussi, la question du second tour, on se la pose tous. Je pense tous les matins, on se pose cette question du second tour, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce film-là repose cette question-là aussi, malgré tout. Cette question justement du mouvement de l'histoire et d'un gouvernement qui incarne quelque chose, mais qui bascule dans autre chose. Je vous laisse combler. On pourra en discuter après, mais ça pose cette question-là aussi. Cette question de à quel moment il faut basculer dans un autre régime et à quel prix, évidemment. La question de la désobéissance me paraît encore plus fondamentale dans ce film. Oui. J'apprécie vos commentaires. J'avais bien remarqué qu'il y avait beaucoup de belles images, d'ailleurs, de statues. Je ne les ai pas toujours comprises. Et il y en a une notamment que je n'ai pas comprise, que je n'ai pas compris. C'est celle où il y a le pan qui... ça m'a un peu évoqué les œufs du Fabergé, mais je n'ai pas très bien compris. Enfin, j'ai eu l'impression que là, le réalisateur voulait nous dire quelque chose, mais je n'ai pas toujours compris ce qu'il voulait dire. J'avais même du mal parfois à distinguer les bons des méchants. En général, les méchants, ils ont des petites lunettes rondes. Et puis les méchants, donc ça, c'était un point de repère pour moi. Quand ils avaient des lunettes trop rondes, ils étaient méchants. Quand ils avaient des chapeaux, ils étaient méchants. Quand ils avaient des casquettes, là, ça allait. Bon. Et puis, l'autre remarque que je voulais faire, c'est qu'il ne fait pas une part bien sympathique aux femmes. Il y a les nanas aux ombrelles, ça on sait qu'elles sont méchantes. D'ailleurs, elles évoquent les Versaillaises qui crevaient les yeux des communards, etc. Et puis, il y a ces pauvres gourdes là qui sont plutôt sympas d'ailleurs. Moi, je les ai trouvées sympas, alors je pensais qu'elles étaient du côté des gentils. Puis après, je me suis aperçue qu'elles étaient du côté des méchants. J'étais un peu déçue. Mais je trouve quand même, alors, dans toute cette foule, si je crois que j'ai repéré, s'il y en a. Alors, il y a les femmes qui essayent de piquer les bouteilles de vin. Il y en a une quand même qui
dans l'imprimerie, a l'air quand même, avec des cheveux blancs, a l'air un peu plus sérieux, de prendre la Révolution un peu plus au sérieux. Mais franchement, j'ai trouvé que d'abord, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui font la Révolution. Alors, oui, peut-être qu'il y avait des femmes aussi. Et puis, par ailleurs, je trouve quand même qu'il donne une image, bon, pas terrible des femmes dans ce film. Je répondrai brièvement à deux choses. La première, sur la question des animaux, c'est très intéressant, parce que c'est tout un langage de signes et d'associations qui a été travaillé par Eisenstein dès ses premiers films. Cette idée très physiologiste d'associer des caractères à des animaux. Le renard pour la ruse, par exemple. Dans La Grève, on a comme ça des personnages, et puis on a des images d'animaux qui se superposent pour incarner, pour symboliser le caractère, justement, donc le hibou, la sagesse, le renard, la ruse. Donc voilà, on a ce code comme ça qui est mis en place. Mais pour les femmes, quand même, moi je me disais évidemment un peu la même chose, mais au tout début du film, vous voyez cette femme qui monte sur la grande statue, et c'est grâce à ses bras puissants que, en tout cas, voilà, il y a quand même des femmes qui sont dans le cœur de l'action politique. Largement la force d'un homme. Il y a quand même, mais la question que vous posez, c'est à la fois la question du film, et la question évidemment de l'écriture de cette révolution. Ce sont deux choses différentes. La question de comment des héros qu'on choisit de mettre en avant. Tout à fait. Ben, c'est bien ça. Il y a un très beau film, déjà je vais proposer à Stéphane de le programmer, qui vient de sortir en Pologne, sur Solidarité, le mouvement de Solidarité. Pourquoi cette histoire n'est qu'une histoire d'hommes? Où étaient les femmes? Et en fait, on s'aperçoit qu'elles étaient là. Sauf qu'au moment de prendre le pouvoir après les accords, elles ont été complètement évincées. Vous voyez, ce sont deux choses différentes entre l'action politique et l'écriture ensuite de l'histoire. C'est ça qui me pose question. J'imagine que dans la révolution dans tout ce qui s'est passé, les femmes ont eu leur mot à dire, et le film d'Eisenstein, je trouve les bas, sauf, c'est vrai, le symbole qui est un symbole fort et beau de la femme qui aide à... Je vous invite à réécouter les... comme ça, pardon de vous interrompre. Toutes les révolutions, c'est comme ça. En Tunisie, c'était pareil, en 2011. Bien sûr. Mais je vous incite à écouter l'émission justement de France Culture dans la Fabrique de l'Histoire. Il y a toute une émission consacrée au rôle des femmes dans la Révolution de 1917, avec des témoignages, avec des archives qu'on décide tout à coup de voir, parce qu'on ne voulait pas les voir, pour essayer de réfléchir sur le rôle des femmes. Et c'est notre époque qui pose cette question. C'est notre époque et notre conscience d'après 68 qui revoit le film en voyant ces choses-là qu'on ne voyait sans doute pas dans les années 50. Où on était peut-être moins choqués par ces choses-là. Dans la Marseillaise de Renoir, les femmes Oui. Donc j'avais une question déjà par rapport, est-ce que ce film-là, ça a été vraiment le dernier qu'il a fait avec autant de budget, parce que je sais qu'après il a fait La Ligne Générale. Est-ce que c'était pour se rattraper parce qu'il a eu des problèmes avec le pouvoir établi, ou c'était vraiment après quelque chose de lui-même qui a fait ce film? Alors sur la question des budgets, je ne saurais pas vous comparer le budget de Ligne Générale. Dans les récits, c'est vrai que c'est celui qui est le plus spectaculaire, je dirais, ou le plus comment du parti, l'anniversaire. Donc c'est celui qu'on cite souvent pour donner les chiffres justement investis et dans cette mobilisation aussi d'une ville. Après, La Ligne Générale, oui, c'est aussi un film sur la construction de l'idéologie socialiste et de l'après-révolution, en fait. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de trilogie, parfois on inclut La Ligne Générale, les 4 films qui montrent l'avènement de la société socialiste dans La Ligne Générale. Est-ce que vous pouvez, en tous les cas, moi je ne sais pas, nous dire un peu plus de l'histoire d'Eisenstein, puisque vous dites qu'il a 29 ans seulement quand il réalise ce film. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Est-ce qu'il a suivi une école? Est-ce qu'il a voyagé à l'étranger? Parce que quand même, le cinéma n'était pas très très répandu à l'époque. Alors, je termine. J'ai été... comment expliquez-vous les bustes de Napoléon? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et puis au-delà, moi je me suis revue un petit peu, alors c'est beaucoup plus tard, dans Si Versailles m'était compté, la Révolution française, les armes, la prise de la Bastille. Enfin, je trouve qu'il y a un parallèle quand même avec ça. Oui. Alors je vais répondre très brièvement parce que je crois qu'on a une minute. Peut-être d'abord sur Napoléon. Oui, c'est une dénonciation
la Révolution française n'est pas un modèle dans ce film, c'est une révolution bourgeoise. Donc ce n'est pas un modèle de révolution, même si nous, dans notre imaginaire, on associe ça à la Révolution française. En réalité, justement, la Révolution d'octobre est une sorte de contre-révolution, peut-être pas contre-révolution française, j'exagère. Mais en tout cas, ce n'est pas l'aboutissement du pouvoir populaire. Napoléon, ici, c'est un moment où Eisenstein tente de montrer la faiblesse, enfin comment dire, l'illégitimité aussi du gouvernement provisoire, de la politique d'alliance, de conquête militaire aussi, et du coup de la soumission aux alliés. Donc ce sont des symboles. Pour les statues, alors Eisenstein, il était d'abord décorateur, c'est important de le dire. Il vient du théâtre, il vient de la scène. Il était élève d'un autre metteur en scène russe très célèbre, qui est son grand maître, qui est Meyerhold, qui a mis en place la théorie de la biomécanique, que Eisenstein prolonge aussi dans ses films. Donc c'est important de dire qu'il vient du théâtre. C'est important aussi de dire qu'il est l'un de ses premiers, c'est un boulimique d'art. Il y a une très très belle description dans sa biographie de sa chambre remplie de livres d'art, de statues. Il puise dans l'ensemble de l'histoire de l'art toutes ces références, et ces références-là réapparaissent dans ces films-là comme des clins d'œil aux spectateurs lettrés, spectateurs qui auraient aussi les moyens plus ou moins de décoder ces références en histoire de l'art. Que vous dire d'autre? Il est jeune, oui, il est jeune, mais dites-vous bien qu'après 17, on est vraiment à un moment de genèse en fait du cinéma. On crée une école de cinéma, l'école de cinéma de Moscou, une nouvelle école de cinéma avec une nouvelle génération de cinéastes qu'on va former avec une nouvelle méthode. Une nouvelle méthode qui n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, dans le rejet du cinéma américain. Au contraire, on est dans une grande fascination. Eisenstein et Charlie Chaplin, il est fasciné par Chaplin. Il va faire une visite aux États-Unis. Il est fasciné par l'industrie aussi de production, par le modèle hollywoodien. On a des magnifiques affiches de Chaplin en russe. Donc voilà, les influences sont très très fortes. Cette influence, elles sont aussi dans cette fascination pour la culture populaire et les arts, justement non bourgeois, le musical, la boxe, le cirque, toutes ces choses qu'on va introduire dans cette nouvelle école de cinéma pour former différemment les cinéastes de cette génération. Après, on a ces années... Je continue un petit peu, je peux... On peut parler de Bertov, On t'écouterait 3 heures, mais tu as encore 2 minutes. Bon, alors 2 minutes simplement pour dire que ce qui est fascinant dans ces années 20, c'est que donc, il est dans ce prolongement, mais on est dans un moment de réflexion aussi sur toutes les possibilités de cet art prolétarien. Et il va y avoir cette tension très forte entre un Vertov, qui lui défend un cinéma qu'on appellera plus tard documentaire, mais qui est un cinéma du réel, je dirais, un cinéma sans scénario, sans acteur, sans une sorte de captation, une sorte de modèle un peu que vous retrouvez dans l'homme à la caméra, mais qui est une voie possible. Eisenstein, au contraire, lui défend une autre voie qui est celle de la fiction, du scénario, du cinéma coup de poing, dont l'incarnation est ce film que vous avez vu ce soir. Il vient de là, Eisenstein, mais vous pourrez... Et après, après, il essaye de négocier avec le pouvoir, il essaye de donner des héros, il s'engage aussi sur le front, mais différemment. C'est-à-dire qu'il va... Alexandre Nevsky, par exemple, c'est un film qui a pour but de revenir, disons, au grand mythe de l'identité russe à travers des grandes figures de l'histoire. Il va un petit peu suivre aussi l'évolution des moments historiques et proposer à chaque fois des films qui correspondent, je pense, Alexandre Nevsky correspond à ce moment-là de l'histoire russe. On va faire toute une programmation, Stéphane, sur Eisenstein. Oui, bien sûr. Et, si tu veux bien. Analyse de séquence de la ligne générale, ce que je fais en cours, on le ferait volontiers ici. Merci beaucoup, Ania, pour ta pertinence et ta souplesse.
Ania Czepanska.